Quand on a évoqué le sujet avec Sylvie Roche, on a immédiatement pensé à Mark Zuckerberg, évidemment. Mais il n'a pas pu venir, il avait rendez-vous chez le coiffeur. Donc on a essayé de trouver quelqu'un d'autre. Et immédiatement après Marc, on a pensé à Julien Pillot. Vous allez me dire, mais pourquoi Julien Pillot? Alors d'abord parce qu'il habite à Lyon, donc en termes de travel expense, c'est beaucoup moins cher que Mark Zuckerberg. Mais surtout, et je dirais c'est essentiel, Julien va nous donner une vision métaverse du métaverse, alors qu'avec Mark Zuckerberg, on aurait plutôt certainement eu une vision méta plus que verse. Donc voilà les deux raisons qui nous font, et surtout aussi, raison plus personnelle, c'est qu'on va, mais sous un angle qui n'est pas technique, exprès, ça serait trop facile. On va plutôt parler de sociologie, on va plutôt parler de modèle économique. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Julien Pillot. Merci Philippe, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc avec les mouvements sociaux qui se situent actuellement au niveau de la SNCF, j'ai failli ne pas venir ce matin et envoyer mon avatar à la place. Bon, je suis bien là, en chair et en os, et je vais répondre à tes questions. Bien, alors, l'idée, on a 30 minutes. On va en prendre 29 pour faire l'interview. Il restera 30 secondes pour les questions. Ça vous va ou pas? On s'adapte. On s'adapte. Bon, non, plus récemment, plus raisonnablement, on va essayer de faire ça pour laisser du temps aux paroles. Alors, avant tout, il faut commencer par les basiques, comme dirait Orelsan. Simple, basique. Simple, basique. Comment définiriez-vous le métaverse ou le métavers selon le côté de l'Atlantique sur lequel on se trouve? Alors c'est une question basique, mais elle n'est pas simple, parce qu'en fait le métaverse, c'est un concept qui est encore en évolution. Donc il y a des définitions qui fluctuent en fonction de ce qu'on a bien envie d'y mettre, comme c'est souvent le cas pour les innovations lorsqu'elles sont en phase de maturation en fait. Et je crois qu'on peut s'accorder sur au moins une définition minimale de ce que peut être un métaverse. Un métaverse, c'est un univers persistant en ligne dans lequel des individus, sous forme d'avatar, peuvent avoir des interactions de type ludique, des interactions expérientielles, économiques. Et ces univers persistants, eh bien, ils continuent d'évoluer après la déconnexion des différents joueurs qui le composent. Donc vous allez vous déconnecter de votre univers et puis vous allez vous rendre compte lors de votre connexion que cet univers a évolué. Il y a des villes qui ont été construites, d'autres qui ont été détruites. Il y a des choses qui se sont passées et dont il va falloir vous tenir informé. Voilà, c'est ça la définition minimale du métaverse. Après, il y a tout un tas de raffinements possibles sur finalement les technologies qui peuvent permettre justement de pénétrer dans ce métaverse. Ça va être de la réalité augmentée, ça peut être de la réalité virtuelle, ça peut être aussi, pourquoi pas, des gants haptiques qui permettent d'avoir des sensations lorsqu'on saisit un objet dans ce métaverse. Puis ça va être aussi tout simplement une orientation. Une orientation peut-être plus B2B ou B2C, selon que le métavers soit dédié ou plutôt orienté vers des facilitations expérientielles en entreprise, ou plutôt sur des univers ludiques, pour ne pas dire fantasmagoriques. Donc voilà, c'est tout ça le métaverse, et comme tout concept, on va dire nouveau, il continue de fluctuer au gré finalement de l'imagination des développeurs, des concepteurs et des financiers. Alors, Julien, le métaverse, on en parle beaucoup depuis un mois. Mais est-ce que ça existait avant le mois dernier? Alors, si on prend la définition minimale du métaverse, qui est un univers persistant en ligne, oui, effectivement, c'est un concept qui est aussi vieux que les MMORPG, les jeux de rôle massivement multijoueurs. Et donc, effectivement, dans ces jeux de rôle massivement multijoueurs, on a toutes les composantes du métaverse, alors 1.0, hein, où des joueurs derrière leur écran d'ordinateur, leur clavier et leur souris, éventuellement leur paddle, mais c'est un peu moins développé sur console que sur PC, effectivement, manipule un avatar numérique qui va avoir tout un tas d'aventures, qui va pouvoir construire des choses, qui va pouvoir vivre des expériences, qui va pouvoir échanger, commercer, converser. Et oui, effectivement, on a tout un tas de jeux. Je ne vais pas revenir jusqu'aux genèses des MMORPG. Quand même, j'ai pu jouer à Ultima ou à The Force Coming lorsque j'étais dans ma prime jeunesse. Second Life, qui date maintenant déjà de 2003, World of Warcraft 2004, tout ça, ça pourrait
rentrer dans la définition minimale du métaverse. Donc non, les bases du métaverse, qui consistent à faire connecter finalement des individus à travers des avatars virtuels pour qu'ils vivent des choses ensemble et qu'ils fassent naître une communauté et une économie qui va avec cette communauté, ça date pas des différentes annonces de Facebook, désormais qu'on doit appeler Meta. Alors justement, parlons de Facebook, plutôt de Meta. Qu'est-ce qui leur prend de s'intéresser de façon si importante à cet enjeu qu'est le métaverse? Alors il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et je pense qu'il me faudrait plus d'une demi-heure pour pouvoir tout expliquer. Mais je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. Déjà parce que le temps s'y prête. Le timing est propice en fait au développement de métaverse qu'on va appeler plus 2.0. Pourquoi? Parce que certaines technologies support arrivent à maturité, que ce soit au niveau de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, que ce soit également au niveau de la connectivité, que ce soit en mobilité ou fixe, à très haut débit, qui permet finalement des interactions très, très poussées, avec le traitement des paquets de données qui sont nécessaires. Des serveurs distants aussi qui sont de plus en plus robustes, qui peuvent stocker des mégadonnées. Donc là, je fais évidemment appel à tout ce qui est cloud computing. Donc voilà, toutes ces technologies support dont on a besoin finalement pour pouvoir réellement créer des univers qui vont un peu au-delà de ce que je qualifierais de la préhistoire de l'Internet, arrivent à maturité. Et puis, les vraies raisons, en fait, et là, je vais reprendre ma casquette d'économiste, pour moi, elles sont économiques. Pourquoi? Déjà, sur le plan macroéconomique, du fait de la gestion monétaire et donc politique des deux dernières crises économiques, qu'il s'agisse de la crise des subprimes ou de la crise de la Covid et de ce fameux quoi qu'il en coûte, on a des sphères monétaires et financières qui sont aujourd'hui hypertrophiées. Et donc, il y a de l'argent à investir. Il y a de l'argent à investir et il faut beaucoup d'investissements pour développer ce fameux métaverse 2.0. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui ont beaucoup de liquidités, qui ont aussi la possibilité d'en lever encore plus sur les marchés. Et puis on a des investisseurs, notamment des gros fonds d'investissement, mais aussi des investisseurs plus institutionnels qui cherchent de nouveaux relais de croissance. Et le métaverse peut, en tout cas dans ses promesses économiques, porter ces relais de croissance. Puis la deuxième chose, c'est effectivement que le métaverse, ce sera surtout, en dehors de l'aspect financier de la chose, c'est quelque chose qui va être créé d'abord par des experts du numérique, des développeurs. Et il n'aura échappé à personne que dans l'économie bien réelle, bien physique, les taux de croissance, y compris dans le digital, ils ont plutôt tendance à se tasser. Même lorsqu'on parle des GAFA. Les GAFA, qui disposent à la fois de trésorerie très généreuse. Indécente. Oui, très puissante, et qui disposent encore de taux de croissance qui sont assez intéressants. Il n'en demeure pas moins que même ces GAFA, d'acquisition en acquisition, et puis de développement en développement, arrivent à se concurrencer les uns les autres. Donc on a des concurrences entre géants, par exemple entre Microsoft et Amazon dans le cloud computing, entre le même Microsoft et Google sur le software. Bref, on a des GAFAM qui ne vont pas pouvoir grossir indéfiniment sans être en concurrence avec d'autres GAFAM. D'ailleurs, qu'on parle des GAFAM occidentaux ou qu'on parle des BATX asiatiques. Donc ils cherchent aussi de nouveaux relais de croissance. D'autant que les relais de croissance qu'ils peuvent obtenir dans le métaverse sont des relais de croissance qui pourraient les mettre, en tout cas pendant un certain temps, à l'abri du regard des autorités antitrust, qui lorgnent de plus en plus sur leurs activités, sur leurs résultats, et qui pourraient leur valoir des décisions sous le joug de l'abus de position dominante, voire même des décisions qui peuvent aller jusqu'au démantèlement pour certains d'entre eux. Et donc, le métaverse devient très intéressant pour eux, sachant que les enjeux économiques sont potentiellement colossaux. Alors, je fais de l'économie, je ne fais pas de la futurologie, mais j'écoute quand même ce qui se passe, j'écoute ce qui se dit. Et il y a quand même eu une annonce qui a été faite récemment, il y a une semaine de ça, par le DG d'Epilion, qui est un gros fonds d'investissement, qui considère que d'ici un peu plus de 10 ans, l'économie du métaverse pourrait peser entre 10 000 et 30 000 milliards de dollars. Donc il y a des enjeux effectivement qui sont colossaux. On a des entreprises qui aujourd'hui disposent d'une certaine maîtrise technologique qui leur permet éventuellement de commencer à créer ces expériences dans le métaverse et qui entendent y jouer une place prépondérante parce que peut-être que les perspectives de croissance dans le monde bien réel, bien physique, vont commencer à se tarir sérieusement dans les prochaines années. Et comme on a une sphère financière, je le disais tout à l'heure, qui est hypertrophiée, elle ne manque pas de moyens pour pouvoir mener à bien ces développements.
Alors, on a bien vu les GAFAM en première ligne, mais ça n'intéresse pas que les GAFAM. Ça intéresse également les vendeurs de vêtements, la mode, les chaussures, etc. Chacun essaie de prendre position dans cet univers virtuel. C'est quoi le business model qui en va en découler pour eux? Alors, je te remercie de me poser cette question, de me faire un petit rappel à l'ordre en me disant quelque part, arrête de te focaliser uniquement sur les gros et regarde un petit peu tout ce que ça peut générer comme économie parallèle. Il faut quand même parler des gros. Il faut quand même parler des gros parce que pour pouvoir créer cette expérience collective et ces univers créatifs de co-création en fait, que peuvent être les métaverses, en tout cas dans l'acception peut-être la plus futuriste de ceux-ci, on a besoin quand même de gros qui développent des matrices. Ces gros, leur business model il va être tout trouvé. Soit ils vont vendre des parties de ces matrices, c'est par exemple Sandbox qui vend carrément du foncier derrière sa matrice originelle. Il y a des gens qui achètent en plus. Absolument. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des gens qui achètent et qui investissent beaucoup. On a effectivement donc des géants qui vont développer des matrices, qui vont chercher les moyens de le monétiser. Ça peut être des tickets d'entrée, ça peut être peut-être des commissions qui vont être perçues sur l'ensemble des transactions qui pourront être faites à l'intérieur de ces métavers. Ça peut être la vente de foncier, ça peut être la monétisation d'espaces publicitaires. Bref, on a les gros qui ambitionnent en tout cas de créer des matrices dans lesquelles tout un tas de développeurs indépendants, effectivement beaucoup plus modestes, venus d'horizons divers, pourquoi pas de la mode, pourquoi pas du journalisme, etc., peuvent développer des expériences, ce que moi j'appelle des modules, qui vont venir se greffer à l'intérieur d'un métaverse pour proposer ce qu'ils ont à proposer aux utilisateurs. Ça peut être des quêtes épiques, ça peut être des services, ça peut être du housing, ça peut être n'importe quoi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises qui, dès à présent, commencent à s'intéresser au métaverse pour pouvoir proposer certaines choses. Alors effectivement, aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de la mode. On a des créateurs de mode qui proposent des habits, des baskets, des sneakers uniques qui peuvent être portés. Ça de près. Voilà. Donc ce sont autant de modules en fait, qui viennent se greffer dans des univers préexistants. Et là, il s'agit pareil de trouver un business model pour pouvoir monétiser tout ça. Donc ça peut être effectivement de la vente, ça peut être aussi de l'hybridation. Vous achetez un objet dans le métaverse et vous recevez le même dans le monde bien physique, ou inversement, vous achetez un monde dans le bien physique et puis on vous vend en même temps, pourquoi pas, un token qui vous permet en fait de porter ce même objet, faire porter ce même objet à votre avatar. Bref, il y a tout un tas de champs des possibles au niveau de la monétisation. Et il y aura de la créativité ex nihilo, il y aura aussi de la créativité économique à ce niveau-là. En vous écoutant, comment on fait pour acheter un truc virtuel? Alors, on le fait déjà dans les jeux, on s'habille, etc. Donc, demain, ça va être pire. Mais comment ça marche? Sans rentrer trop non plus dans le détail, mais comment je deviens propriétaire d'un yacht virtuel, par exemple? Tu fais référence à un yacht virtuel qui s'est vendu à 650 millions d'euros. Oui. 650 000 euros. Je ne pouvais pas y le faire, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, moi, ce jour-là. En fait, il faut revenir à la genèse des métaverses. Au départ, qu'est-ce qui se passait? Imaginez, vous êtes dans un métaverse sur l'univers de Star Wars. Allez, admettons. Donc vous avez un développeur de ce métaverse qui crée en fait les moyens de pouvoir alimenter une économie à l'intérieur de ce métaverse. Donc vous, en tant qu'avatar, en fonction des interactions que vous allez avoir, en fonction de l'artisanat que vous allez faire, en fonction des ennemis que vous allez battre, vous allez pouvoir récupérer des crédits républicains. C'est la monnaie qui est utilisée dans l'univers de Star Wars. Ces crédits républicains, ils n'ont de valeur que dans le jeu. Ils vous permettent d'acheter des maisons, avoir accès à certains services, acheter pourquoi pas de l'équipement pour votre avatar. Et des développeurs se sont vite rendus compte qu'il y avait une catégorie de joueurs qui n'avaient pas trop le temps de prendre beaucoup de temps, de gagner beaucoup de crédits républicains, mais malgré tout qui ont des besoins d'équipement, etc. Donc ils ont permis en fait à ce que certains joueurs qui sont un peu pressés puissent acheter avec de l'argent réel des crédits républicains qu'ils peuvent utiliser dans le jeu. Ça a alimenté une économie parallèle assez monumentale, dans laquelle on a eu ce qu'on appelle des farmers. Ce sont des guildes de joueurs qui se constituent pour passer le plus de temps en jeu possible, pour avoir le plus de crédits républicains possible, et ensuite de revendre ces crédits républicains contre de l'argent réel. Donc ça, c'est malheureusement, ou heureusement, quelque part, très peu toléré par le droit, notamment dans certaines juridictions. Et c'est un problème aussi au niveau d'un métaverse qui repose non pas sur la création ex nihilo d'un contenu par un développeur unique, mais sur de la co-création de contenu créatif par tout un tas de créateurs indépendants.
heureusement pour nous, on a aujourd'hui avec la technologie blockchain des applications qui peuvent permettre de dépasser le cadre que je viens de vous faire, notamment les NFT. En bon français, non-fungible tokens, donc des jetons non sécables, qui permettent en fait, à travers la technologie blockchain, d'apporter deux réponses à des problématiques de créateurs. La première, c'est un certificat d'authenticité. On est sûr que l'objet qu'on utilise dans le jeu à travers notre avatar est un objet certifié. Un stack Gucci, par exemple. Absolument. Et puis, on a aussi un côté... à côté de l'authenticité, on a aussi le droit de propriété qui va avec. Et donc, qui dit droit de propriété, dit usus, fructus et abusus. Vous avez le droit d'utiliser l'objet, vous avez le droit de le faire fructifier, et vous avez le droit de le revendre à qui voudra bien vous racheter ce NFT en question. Et ça génère quand même beaucoup d'espoir sur l'alimentation de l'économie du métaverse, parce que si vous partez du principe que le métaverse sera finalement l'adjonction des efforts créatifs de tout un tas d'entreprises, et bien ces entreprises-là, elles ont peut-être envie que leur création, finalement, dispose d'une traçabilité qui permette de comprendre quel en est l'usage. Imaginez, vous créez une musique dans un métaverse, peut-être que vous avez... faut regarder avec beaucoup de bienveillance les NFT parce que ça va vous permettre en fait de remplacer l'assassin d'une certaine façon. Vous savez qui va utiliser la musique dans le métaverse et vous allez pouvoir percevoir les droits d'auteur pendant toute la durée d'utilisation de la musique en question. Et en termes de propriété, là pareil, ça vous permet finalement de dire ok, cet objet a une certaine valeur aujourd'hui. En fonction de la façon dont l'offre et la demande se cristallisent à l'intérieur de cet univers, il va prendre ou il va perdre de la valeur. Je peux spéculer autour de ça et je peux prendre la décision souveraine de revendre l'objet et de transférer la propriété de cet objet-là. Ça, c'est quelque chose qui génère pas mal d'espoir et qui génère aussi beaucoup d'appétit, notamment la sphère financière. Cette sphère financière qui aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, a beaucoup de liquidités. Bon, on voit effectivement aujourd'hui un engouement autour des investissements dans des métaverses qui sont vraiment embryonnaires, mais qui donnent déjà le tournis. Rien que la semaine dernière, il y a eu l'équivalent de 100 millions de dollars d'investissement en foncier dans un univers qui s'appelle Sandbox. Il y a SoftBank qui a annoncé mettre 150 millions de dollars dans un métaverse dédié à la mode. Et effectivement, on a de temps en temps, tu parlais du yacht tout à l'heure, on a des objets uniques dont on ne sait pas encore exactement à quoi ils vont servir, dans quel univers ils vont pouvoir s'inscrire, et si on pourra évidemment les transposer d'un univers à un autre, parce qu'il y a des questions d'interopérabilité, qui peuvent se monnayer à des sommes astronomiques. Du coup, je vais passer à la dernière question, parce que le temps passe. Déjà et c'est une question qui m'a demandé beaucoup de travail de conception, et je vous la livre comme elle est. Julien. Le métaverse marque-t-il l'avènement du capitalisme de l'immatériel? J'ai 4 heures, c'est ça? Je suis claqué. Hein. J'ai 4 heures. Alors c'est oui ou c'est non, hein, Non, c'est pas l'avènement parce que le capitalisme immatériel préexistait au métaverse. D'ailleurs, le métaverse, je le disais tout à l'heure, c'est un concept qui est encore en pleine fluctuation. Aujourd'hui, on l'appelle métaverse. Avant, c'était univers persistant. Après-demain, ce sera peut-être un autre buzzword quelque part. Azurverse, non? Pourquoi pas, ou Cryptverse, pourquoi pas. On peut tout imaginer, mais ce que je veux dire par là, c'est que le capitalisme immatériel, ça fait un moment qu'il existe, quoi. Ça fait un moment qu'on a effectivement des valeurs technologiques et des services de digitalisation qui attirent beaucoup d'investisseurs, qui génèrent également beaucoup de valeur. Et oui, on est forcé de constater que ça fait déjà bien une trentaine d'années qu'on baigne dans un capitalisme qui tend de plus en plus vers l'immatériel. On n'a pas entendu le métaverse. En revanche, en fonction des investissements qui vont être consentis dans le métaverse, en fonction aussi des réglementations qui vont être prises autour de la réglementation, de la régulation de ces métaverses, en fonction aussi de l'engouement que ça va susciter auprès des utilisateurs à qui ils s'adressent, de leur capacité à être monétisés, oui, effectivement, on a la possibilité peut-être de recréer une économie virtuelle à côté de l'économie réelle, avec tout un tas de flux, d'ailleurs, croisés entre ces deux sphères. On a des enjeux qui ont, sur le plan de la promesse aujourd'hui, n'ont jamais été aussi colossaux. Donc effectivement, ce serait un espèce de capitalisme immatériel à la sauce 2.0. Alors là, ça, je le note. Le temps est venu de laisser la parole à la salle. C'est des questions moins difficiles que la dernière quand même, parce que... C'est moi qui tiens le micro.
Vous avez parlé du fait que les NFT pouvaient apporter droit de propriété, authenticité, mais qu'en est-il de l'unicité? C'est-à-dire que dans le monde réel, si jamais je fais un sac Gucci, même si je copie le sac Gucci, un expert pourra faire la différence entre les deux. Dans le monde du métavers, si je fais un yacht à 650 000 $, il n'est pas très compliqué pour un autre développeur de le copier et de le refaire. Donc même si j'ai un NFT qui me dit que lui appartient à la personne et l'autre non, manque de peau, j'ai quand même récupéré la même chose, qui a exactement le même visuel et la même qualité. Comment est-ce que ça ne va pas en fait tuer le modèle économique? Je crois tout simplement que les métaverses, lorsqu'ils vont se développer, vont voir aussi les règles qui accompagnent finalement le développement et l'économie interne de ces métavers se développer aussi. Et il n'est pas interdit de penser que beaucoup de règles, notamment du droit de propriété intellectuelle, parce que finalement c'est celui-ci qui nous intéresse dans le cadre de votre question, vont s'appliquer de la même façon dans le métaverse. Et que quelqu'un qui s'amuserait à copier une création originale qui a été certifiée comme étant unique en plus par son créateur originel à des fins malveillantes, puisse être poursuivi voilà, dans l'économie bien réelle cette fois-ci pour tout simplement violation du droit de propriété intellectuelle. Moi, c'est la façon dont je conceptualise les choses. Question suivante. Alors, en fait, la thématique aujourd'hui, c'est le numérique responsable. Et on voit tout un tas d'initiatives de la part de gens pour réduire les émissions carbone, etc. Et puis là, vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir un monde virtuel. Et la source d'énergie pour alimenter ce monde virtuel, je pense qu'elle est réelle, elle est physique. Donc, et je peux que vous donner raison. Moi, là, aujourd'hui, je suis là pour parler effectivement de l'économie du métaverse et ce que ça peut potentiellement générer et expliquer pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus d'investissements qui sont fléchés autour de ça. Il n'en demeure pas moins que la concrétisation de cette promesse, ça va reposer sur tout un tas de choses, y compris, et peut-être de façon majoritaire, sur l'acceptation sociale de ces métaverses, qui repose sur deux choses. La première, et je vais venir plus précisément sur votre question ensuite, mais la première, ça va être finalement, est-ce que j'ai envie de m'inscrire dans un métaverse? Est-ce que j'ai envie de mettre un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée pour m'inscrire durablement dans un métaverse? Parce que finalement, la création de valeur d'un individu dans le métaverse va dépendre de façon assez proportionnelle au temps qu'il va passer à l'intérieur de ce métaverse et puis ce qu'il va y faire très concrètement. Mais est-ce qu'il y a une acceptation sociale? Moi, j'ouvre une parenthèse, mais enseignant en grande école, face à des jeunes qui ont essentiellement entre 22 et 25 ans, ça fait 2 ans que je leur demande de regarder Ready Player One. Et ça fait 2 ans que je fais un débrief finalement de ce que peut être l'économie derrière Ready Player One. Vous savez, le fameux film de Steven Spielberg 2018, dans lequel on dépeint un vrai métaverse, mais alors là pour le coup très complet, très idéalisé, très fantasmagorique d'une certaine façon. Et je suis assez surpris de voir que à peu près 2 tiers de mes étudiants en moyenne sur les 2 dernières années disent ouais ok c'est fun, mais globalement ce sera sans moi. Or, pour pouvoir, quelque part, rentabiliser les investissements massifs qu'il faut pour pouvoir créer ces métaverses, il va falloir qu'il y ait un peu plus qu'un tiers de la population qui s'y inscrive et de façon durable et de façon volontaire pour pouvoir y créer de la valeur et justifier finalement ces investissements et générer un retour sur ces investissements. Et puis, l'autre le levier d'acceptation sociale, c'est sur les questions environnementales. Vous avez parfaitement raison. Alors les chiffres sont à prendre à peu près avec des pincettes parce qu'en fonction d'une étude à une autre, ça peut un tout petit peu varier. Mais l'étude sur laquelle je me base dit qu'aujourd'hui, les services digitaux correspondent à peu près à 8% de la production énergétique mondiale. Alors quand je dis services digitaux, ce n'est pas uniquement la dimension service, c'est aussi comment est-ce que j'alimente les outils, les infras, qui permettent de faire vivre ces services, que ce soit des serveurs distants, que ce soit la recherche pour nos téléphones portables ou pour nos ordinateurs, ou nos écrans plats, tout ce que vous voulez. 8%, en projection, ça pourrait être, si rien n'est fait, à la fois sur le plan de l'ingénierie pour réduire finalement la consommation énergétique de ces services en question, mais également au niveau des utilisateurs sur qu'est-ce qu'ils font concrètement, comment est-ce qu'ils font appel à ces services, est-ce que ce sont de bons utilisateurs ou des utilisateurs plus raisonnés que bons d'ailleurs, ou est-ce que ce sont des utilisateurs qui sont à fond dans l'illimité, ça pourrait être 20% d'ici 2030. Autant vous dire que dans une période où on va prendre de plus en plus de réglementations pour pouvoir encadrer finalement les émissions carbone à la fois des personnes physiques et morales, les services numériques, qui pourrait peser jusqu'à 20% de la production énergétique mondiale, qui en plus de ça, aujourd'hui, encore très largement carbonée, ça ne passera pas.
ça passera pas. Donc ça peut être une autre limitation et vous avez raison de m'alerter là-dessus. Autre question. Bonjour Julien, vous avez évoqué des métaverses tout à l'heure dans votre présentation. J'ai l'impression que vous avez évoqué beaucoup de cas B2C et aujourd'hui on est beaucoup d'entreprises, clientes ou vendeuses. Est-ce que vous avez des métaverses B2B qui sont créés, persistants? On a vu que l'année dernière il y avait une convention annuelle du CRIP où on pouvait être des avatars, on pouvait discuter. C'est pas persistant. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des métaverses B2B, des transactions, des entreprises et des clients qui font du business dans le métaverse? Là, vous me posez une colle, parce que effectivement, le problème de l'univers persistant, la persistance de l'univers vole un petit peu en éclats dans les exemples que j'ai un petit peu en tête. En B2B, ce que je vois pour l'instant, mais sachant que je n'ai pas non plus un contrôle panoptique de tout ce qui peut se faire, il y a tellement de choses qui se font, et parfois de façon complètement cachée, vraiment pas à la portée du grand public, ce sont plutôt effectivement des applications momentanées. Je prends un exemple parmi d'autres, mais Horizon Workrooms, le premier métaverse de Meta, bon bah oui, c'est la virtualisation d'une salle de conférence pour des réunions internes, et une fois que la réunion est terminée, quelque part, l'univers s'évapore. Et puis, il y a pas mal d'applications aujourd'hui dans le champ de l'ingénierie, dans le champ de la santé aussi, où finalement on a un usage ponctuel de cet univers virtuel qui est créé à des fins très spécifiques et très momentanées. Mais, encore une fois, il n'est pas interdit de penser que demain on puisse avoir des métaverses persistants cette fois-ci, qui sont dédiés finalement à des interactions B2B, que des salons tels que celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui bien physiquement puissent aussi être transposés dans des métaverses. En fait, ça ne tient que dans le désir et la créativité de ceux qui ont ce type de service à pouvoir proposer, et aussi, et encore une fois, le degré de réponse positive qu'on peut avoir de l'autre partie. Parce qu'encore une fois, on ne fera rien contre l'acceptation sociale. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. Encore une question. Dans les arguments que vous nous avez donnés concernant le développement des métaverses, il y a, premièrement, vous nous avez donné les technologies qui sont matures, qui permettent ce développement de ces métaverses. Deuxièmement, vous nous avez cité des investisseurs qui sont avides de relais de croissance. Et le troisième, ce qui m'étonne beaucoup, c'est les GAFAM, bien entendu, qui jouent leur rôle sur ces développements-là, mais qui auraient tendance à pouvoir détourner les lois antitrust dans cet univers virtuel. Mais on l'a vu avec la question de Christophe, finalement, la réglementation va vite les rattraper. En quoi ils pourraient éviter ces lois antitrust? Tout simplement en évitant de recréer dans les métaverses par leur stratégie les conditions qu'ils ont créées dans la sphère réelle qui amènent les autorités de la concurrence aujourd'hui à s'intéresser de très très près à ce qu'ils font. Finalement, si je simplifie un petit peu le propos à l'extrême, ce qui pose souci, ce n'est pas la position dominante. Ce qui pose souci, c'est l'abus de position dominante, du point de vue du droit de la concurrence. Et aujourd'hui, il y a des signaux d'alerte qui font penser les grandes autorités de concurrence de ce monde, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le DOJ ou la FTC aux États-Unis, et on voit aussi qu'en Chine, le gouvernement a vraiment très largement serré la vis sur ces derniers mois, qui nous laisse penser que ces acteurs ne sont pas uniquement dominants, mais ils sont en capacité de pouvoir finalement imposer leurs conditions sur le marché, que ce soit sur des volumes, que ce soit sur les prix, et éventuellement faire des stratégies de préemption qui leur permettent en fait de comprendre quelles seront les innovations avant que celles-ci arrivent réellement à maturité pour pouvoir faire des acquisitions qu'on appelle tueuses. Donc il y a tout un tas de signaux aujourd'hui qui s'allument dans la sphère réelle, qui vont de pair aussi avec leur dominance à la fois technologique et économique. Les métaverses, ce n'est pas une extension finalement, enfin en tout cas du point de vue du droit en l'état actuel des choses, ce n'est pas une extension de leur position dominante dans les sphères réelles, c'est la création de nouveaux marchés. Finalement, il pourrait y avoir demain, de la même manière qu'il existe un marché pertinent de la publicité en ligne, il pourrait y avoir un marché pertinent du métaverse dédié, je dis n'importe quoi, aux services aux entreprises dans la sphère méta. Bon, nos acteurs, y compris nos GAFAM, vont probablement investir dans ces métaverses-là, et avant qu'ils aient une position dominante, et s'ils veillent à prendre des précautions d'usage pour ne pas en abuser, alors globalement, ce n'est pas une transposition de leur position dominante de la sphère réelle vers la sphère numérique, c'est un nouvel espace concurrentiel
dans lequel, effectivement, comme ils sont les GAFAM et qu'ils ont en plus de ça accès à beaucoup de ressources, notamment financières et technologiques, ils partent quelque part un petit peu en favori sur la ligne de départ. Mais c'est un jeu concurrentiel dans lequel ils peuvent aussi, pourquoi pas, être battus. C'est ça que je voulais dire. C'est globalement, si leur relais de croissance demain, ils les trouvent essentiellement dans ces univers virtuels, on leur reprochera moins, en tout cas dans un premier temps, tant que le jeu concurrentiel est ouvert, que tous les relais de croissance qu'ils peuvent trouver aujourd'hui dans la sphère bien réelle, qui passent par des acquisitions d'entreprises, qui passent par des développements, qui passent par des conquêtes de parts de marché, parfois en cassant les prix, et tout ce qui peut être en fait finalement répréhensible au niveau du droit de la concurrence. Une autre question ? Oui, moi c'était juste pour apporter une précision sur la partie B2B en fait. Aujourd'hui, il y a quand même de la persistance dans certaines applications de collaboration, de réunion, etc., dans lesquelles on peut créer des salles et les personnes vont pouvoir s'y connecter quand elles le veulent, à plusieurs ou toutes seules, et mettre à jour des post-it sur des tableaux virtuels. Et ces post-it restent là et on peut imaginer qu'on partage ça avec quelqu'un aux États-Unis. Et en fait, on se connecte le matin et en fait, le tableau a changé parce que la personne a travaillé et le Kanban a évolué, quoi. Donc il y a quand même, commence à y avoir des persistances quand même dans ces salles-là orientées business, quoi. Et Démonstration par exemple, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut poser encore une petite ou une grosse question ? Là, une question sur un mot magique que vous n'avez pas prononcé, les crypto-monnaies. Vous avez parlé des crédits républicains, vous avez parlé de l'hypertrophie des marchés financiers, mais les crypto-monnaies participent à nourrir ces métaverses. J'ai parlé de NFT, c'est un cryptoactif. Et justement, comment ces crypto-monnaies vont venir s'intégrer dans les NFT et dans les métaverses avec la technologie blockchain qui sous-tend quand même toutes ces transactions? Alors, si je n'ai pas employé le terme crypto-monnaie, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que je suis économiste et par définition, j'ai une définition très précise de ce qu'est la monnaie. Il n'y a aucune aujourd'hui monnaie virtuelle qui est une monnaie au sens d'un économiste. Pourquoi ? Parce que pour qu'une monnaie soit considérée comme telle, il faut qu'elle recouvre plusieurs fonctions. Il faut qu'elle soit intermédiaire des échanges. Il faut qu'on puisse l'utiliser pour pouvoir solder n'importe quelle transaction, dans la sphère virtuelle comme dans la sphère réelle. Bon, aujourd'hui, aller payer votre baguette de pain avec un bitcoin, ça va être compliqué. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver demain. Il ne faut pas insulter l'avenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit étalon de valeur. Il faut que vous soyez en fait en fonction d'un prix libellé en dollars à un prix libellé en euros, finalement, où est-ce que vous avez votre meilleure parité de pouvoir d'achat. Donc ça permet d'étalonner la valeur intrinsèque d'un bien ou d'un service que vous vous apprêtez à pouvoir consommer. Là, pour le coup, les cryptos peuvent complètement endosser cette fonction-là. Par contre, la troisième fonction qui est la plus essentielle dans une monnaie, pour qu'une monnaie soit une monnaie, c'est la prévisibilité en fait, de sa valeur. Ce qu'on appelle la réserve de valeur, la fonction de réserve de valeur. Aujourd'hui, il n'y a pas un cryptoactif qui ne soit pas finalement un actif financier dont la valeur fluctue, parfois très fortement, en l'espace de quelques heures. Ce qui donne la force à des monnaies, c'est le fait que vous savez que votre euro aujourd'hui, globalement, vous donne à peu de choses près, à l'inflation près, le même pouvoir d'achat aujourd'hui qu'il vous en donnera dans un an. Et ça, ce niveau de confiance, ce niveau de prévisibilité de la valeur d'acquisition que vous pouvez prêter à un actif, n'existe que dans le cadre de monnaies, pour l'instant, dans l'univers qui est le nôtre, que dans le cadre de monnaies qui bénéficient de toute la puissance institutionnelle et de confiance que leur confèrent des grandes banques centrales européennes, la Fédérale Banque américaine, etc., etc. Ça pourrait changer, j'insulte pas l'avenir, je dis juste que pour l'instant, si j'emploie pas ce terme-là, c'est pour ces raisons-là. Et donc la suite de la démonstration est toute trouvée, c'est que si vos cryptos vous servent aujourd'hui à financer des métaverses, il n'y a aucun problème. S'ils commencent à servir à solder des transactions à l'intérieur du métaverse, là aussi, il y a aucun problème. Mais malgré tout, ceux qui vont accepter ces cryptos comme moyen de transaction doivent avoir un œil très averti sur ce qui se passe en temps réel sur les marchés financiers, parce que lorsqu'ils vont vouloir convertir la valeur qu'ils ont créée dans les métaverses pour acheter des choses bien réelles, dans la vie bien réelle, pour pouvoir avoir un toit sur la tête, pour avoir un bel écran, un beau jardin, ou tout simplement inviter madame ou monsieur au restaurant, bah là, à un moment donné, ça peut coincer. Ça peut coincer. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Aujourd'hui, les cryptos sont des actifs financiers qui sont en plus de ça très risqués parce que très volatiles, et il faut les prendre comme tels. Ils peuvent servir effectivement comme relais de financement, ils peuvent servir même comme, pourquoi pas, moyen de transaction, communément accepté par quelqu'un qui a quelque chose à vendre et qui va accepter ça comme rétribution. Mais la convertibilité en argent réel, parce que quand même malgré tout, à la fin,
même quand vous êtes dupliqué en avatar dans un univers virtuel, vos consommations les plus vitales, les plus essentielles, vous les ferez quand même dans le monde réel. Il faut que cette convertibilité soit assurée, ce qui est aujourd'hui pas forcément le cas, et surtout avec un niveau qui soit prédictible. Et aujourd'hui, c'est encore moins le cas. Juste une dernière question sur l'aspect gouvernemental. Le monde réel est régi de par les frontières des différents pays qui nous composent, de gouvernements qui régentent ce qui s'y passe à l'intérieur, qui imposent des lois. Le métaverse étant une reproduction du monde réel, est-ce qu'on peut considérer que l'entreprise, pour revenir à la question sur les GAFAM, l'entreprise qui va créer le monde réel, qui va en fait avoir une panoplie de développeurs qui vont le créer, le gérer, devient-elle en elle-même un nouveau gouvernement avec ses propres lois et qui ne répond donc plus aux lois normales du monde physique? Ou est-ce que vous pensez qu'un peu à la manière de Facebook, les États auront toujours la priorité et la capacité de pouvoir imposer les lois par utilisateur? Et donc, est-ce que finalement, dans le métaverse mondial, l'utilisateur français et l'utilisateur chinois auront des lois différentes? C'est une excellente question et je vous garantis qu'actuellement, elle m'empêche de dormir parce que je réfléchis quotidiennement sur ces questions-là. Donc, ce que je vais vous donner, c'est mon intuition du moment. C'est là où m'ont mené mes différentes réflexions et ce que j'ai pu comprendre en interrogeant beaucoup d'acteurs de façon très pluridisciplinaire, dans l'économie, dans le droit, dans les sciences politiques, et également des acteurs de l'IT qui développent des métaverses. Évidemment, si on va au bout de la logique, je reprends Ready Player One, quelque part, l'entreprise qui a l'origine de l'Oasis, ce métaverse qui est dépeint dans Ready Player One, d'une certaine façon, toute chose égale par ailleurs, elle a le pouvoir de faire nation. Clairement, elle définit jusqu'aux règles physiques qui régissent son métaverse. Si elle a envie de conférer le pouvoir à certains avatars de voler, en défiant les lois de la physique bien terrestre, elle peut le faire. Si elle veut autoriser le meurtre, si elle veut autoriser le viol, si elle veut autoriser des choses que les mœurs dans le monde réel réprouveraient, elle en a tout à fait le pouvoir, puisque finalement c'est elle qui code son univers. Mais il n'en demeure pas moins que on ne fait rien, on ne crée pas un métaverse en fait, sans des actifs qui sont bien réels. Vous ne pouvez pas faire un métaverse sans des infrastructures en télécom. Les infrastructures en télécom, jusqu'à preuve du contraire, elles sont gérées par des agences de régulation de l'État quand même. Elles sont ensuite financées par le privé, il n'en demeure pas moins qu'elles appartiennent clairement aux États. Vous ne pouvez pas non plus proposer des métaverses sans des serveurs cloud qui sont hébergés dans un territoire bien physique. Vous ne créez pas de métaverse sans finalement le concours de tout un tas de génies créatifs qui auront été formés dans des écoles bien physiques, dans un monde bien réel. Donc en fait, tout ça va donner encore plus de légitimité finalement aux États de s'y intéresser de très près et de légiférer sur ce que vous avez le droit de faire dans ces métaverses. Est-ce que vous avez le droit de permettre des choses que la morale réprouverait dans le monde réel, des activités criminelles, ce genre de choses? Oui, non. Et sinon, qui endosse la responsabilité de la surveillance? Est-ce que vous avez le droit de tuer votre prochain? Est-ce que vous avez le droit de faire de l'évasion fiscale? Tout un tas de choses qui vont, c'est toute une question finalement qui vont se poser de façon avec force en fait au niveau du régulateur. Mais en fait, ces questions, le régulateur aujourd'hui, il les a quand même bien en tête parce que la sphère numérique qui s'est beaucoup développée comme une espèce de Far West dans lequel finalement les entreprises pendant très longtemps ont fait un petit peu ce qu'elles ont voulu. Et il a été du rôle du législateur et notamment du droit de courir après les pratiques des entreprises pour comprendre comprendre les pratiques en question, leurs conséquences et comment les encadrer. Bon, le législateur a déjà maintenant 10, 15, 20 ans de recul parfois sur les activités numériques, il les comprend très bien et il mettra beaucoup moins de temps, en tout cas ça c'est mon hypothèse, à réglementer les métaverses lorsque ceux-ci vont réellement se cristalliser autour de formes, on va dire, un peu plus structurées, qu'il n'en a mis pour pouvoir réglementer des activités telles que celles de Uber ou d'Airbnb, quoi. Julien, toutes les bonnes choses ont une fin et j'ai peur qu'on soit obligé d'arrêter là cette brillante intervention. Mesdames, Messieurs, je vous propose de faire une pluie d'applaudissements. Merci beaucoup. Pour la qualité de la keynote de Julien sur la métaverse. J'aurais rien fait sans toi, Philippe. C'est un travail d'équipe. Merci à tous. Pour Philippe.